L'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire a terminé sa mission diplomatique en Côte d'Ivoire. Hier jeudi, il est allé faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. C'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. La Côte d'Ivoire célèbre cette journée. Nous vous proposerons dans quelques instants le message du gouvernement. La 21e édition de la fête de la musique est célébrée à partir de demain dans le monde entier. Ici en Côte d'Ivoire, cette célébration va s'étendre sur 3 jours avec des concerts éclatés, des panels et des expositions. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. L'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire a terminé sa mission diplomatique en Côte d'Ivoire. Hier jeudi, il est allé faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Abolin. Il va quitter la Côte d'Ivoire parce qu'il y termine sa mission. L'ambassadeur turc à Abidjan, c'est de lui qu'il s'agit, est venu en informer le président de la République, Alassane Ouattara, qu'il a reçu ce jeudi 19 juin 2014 au palais présidentiel. Un temps d'échange qui, pour le diplomate turc, a été une occasion de saluer la bonne santé de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. À l'occasion de mon départ définitif, je suis venu remercier Monsieur le Président pour la disponibilité et le soutien du gouvernement pendant toute ma mission ici. Et à cette occasion, nous avons aussi eu la possibilité d'évoquer nos relations bilatérales et le bilan de nos relations. L'ouverture de la ligne aérienne entre nos deux capitales économiques en 2012, entre Istanbul et Abidjan. Notre volume commercial depuis le commencement de ma mission ici a augmenté de 50%. Les demandes de visa que nous traitons à l'ambassade ont presque quadruplé. Il y a de plus en plus d'opérateurs économiques turcs qui viennent en Côte d'Ivoire et de plus en plus d'Ivoiriens qui vont en Turquie. Premier ambassadeur résident de la Turquie en Côte d'Ivoire, son Excellence Yalçın Kaya Erensoy quitte la terre d'Eburni après y avoir passé environ 4 années. Son successeur déjà connu, Mme Esra Demir, prendra officiellement fonction dès fin juin 2014. Autre information en préparation du sommet humanitaire mondial en 2016 à Istanbul en Turquie. Des consultations régionales se sont ouvertes hier jeudi ici à Abidjan, à l'hôtel Ivoire, durant 3 jours. Les acteurs régionaux, ministères, acteurs humanitaires, bénéficiaires et la société civile vont partager leurs expériences et réfléchir sur l'avenir de l'assistance humanitaire. 200 personnes prennent part à ces consultations qui se déroulent en présence de Valérie Emo, secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires des Nations Unies. Maïsako. Le sommet humanitaire mondial prévu en 2016 à Istanbul, dans la capitale turque, présente un enjeu: trouver des stratégies pour améliorer l'action humanitaire. En Afrique centrale et de l'Ouest, l'heure est déjà à la réflexion. Au moment où se tient la présente consultation régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le monde est frappé de plein fouet par une crise financière sans précédent dont les effets pervers affectent de façon significative les économies des pays les moins nantis, au rang desquels figurent ceux de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies chargée de l'aide humanitaire et de l'aide urgente, Valérie Amos, a rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture des travaux. Pourquoi sommes-nous tous ici? Parce que nous reconnaissons que l'ampleur et la complexité des conflits et désastres naturels à travers le monde se sont accrus. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous reconnaissons tous une chose: l'action humanitaire internationale a besoin de changer. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oulouto, a mis à profit la rencontre pour toucher du doigt les questions humanitaires propres à la Côte d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a été fortement éprouvé par une décennie de crise sociopolitique. Fort heureusement, les efforts conjugués du gouvernement et de la communauté humanitaire ont permis d'enregistrer
une relative amélioration de la situation humanitaire. Le sommet humanitaire mondial va s'articuler autour de 4 thèmes, à savoir l'efficacité humanitaire, la réduction de la vulnérabilité et la gestion des risques, l'innovation et la réponse aux besoins des personnes victimes de conflits. Deuxième grand titre de cette édition, c'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. La Côte d'Ivoire célèbre cette journée. Nous vous proposons maintenant le message du gouvernement. La journée mondiale du réfugié, célébrée chaque année le 21 juin, est l'occasion pour l'ONU d'exprimer sa reconnaissance aux États qui ont accordé l'hospitalité aux réfugiés, mais également d'affirmer son attachement à la cause de ces personnes. Le thème retenu cette année est « Une seule famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop ». Ce thème vient rappeler à quel point la guerre, par ses effets nocifs, déstructure une société, déchire des familles, bouleverse des vies. La Côte d'Ivoire, qui ces dernières années a connu les affres de la guerre et qui s'en remet progressivement, en est parfaitement consciente. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 4 000 réfugiés contre 24 700 avant la crise post-électorale selon des chiffres officiels. La Journée mondiale du réfugié offre aussi l'opportunité aux autorités d'évoquer la situation des Ivoiriens réfugiés dans les pays voisins. De 300 000 au début de la crise post-électorale, le nombre de réfugiés ivoiriens est passé à moins de 70 000 à ce jour. Cette tendance baissière est appelée à se poursuivre car la Côte d'Ivoire est résolument engagée à favoriser le retour de tous ses filles et fils contraints à l'exil. Par la voix du ministère de la Solidarité, le gouvernement appelle les Ivoiriens encore réfugiés à l'extérieur à regagner la Côte d'Ivoire afin de prendre part au processus de reconstruction en cours dans le pays. Et par rapport à cette journée, nous allons recevoir dans quelques instants M. Mohamed Touré, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire. Le Chakola Beyani, rapporteur spécial sur les droits de l'homme et des déplacés internes à l'ONU, a été reçu par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant à son cabinet. Leurs échanges ont porté sur le retour des réfugiés et déplacés internes de la crise ivoirienne dans leur région d'origine. Traoré et Alexis Ouedraogo. La situation générale des personnes déplacées au cours de la crise post-électorale dans le pays a connu une nette amélioration. C'est le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes déplacées qui le dit. Pour lui, le gouvernement a réalisé beaucoup de progrès dans ce domaine. On a un gouvernement ivoirien qui est à la tâche, qui est engagé à 100% sur les questions relatives aux déplacés internes. Et depuis ma dernière visite en 2012 jusqu'à aujourd'hui, j'ai senti un grand changement sur le terrain. Donc je suis très heureux. Le ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant a plaidé auprès des organisations humanitaires du système des Nations Unies en vue qu'ils contribuent au règlement des questions dites résiduelles, c'est-à-dire portant sur la réinsertion sociale, l'autonomisation économique des ex-déplacés. Il faut que nos réfugiés rentrent au pays, qu'ils soient réinsérés, qu'ils retrouvent une vie normale. Et il faut également que toutes les personnes déplacées retrouvent leur localité d'origine, retrouvent une dignité de vie. Et c'est à cela que le gouvernement travaille sans relâche. Selon le ministre, l'État a pris des mesures importantes pour régler les questions d'urgence avec l'appui de ses partenaires internationaux. Et c'était un reportage d'Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Nous recevons maintenant M. Mohamed Touré, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire. M. Touré, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette journée mondiale des réfugiés. Quelle est la situation des réfugiés dans le monde? Leur nombre ne cesse de croître.
Absolument. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Effectivement, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que le nombre de réfugiés dépasse les 50 millions. Au jour d'aujourd'hui, il existe pratiquement près de 52 millions, dû notamment aux grandes crises que traverse le monde de nos jours, en grande partie la Syrie, la République centrafricaine et le Sud-Soudan. Effectivement, des crises assez sérieuses dont les conséquences en termes de nombre de réfugiés ne fait que s'accroître. Quelle est la situation des réfugiés en Afrique de l'Ouest et plus précisément en Côte d'Ivoire? L'Afrique de l'Ouest a connu des crises assez sérieuses dans les années 90, début des années 2000. La Côte d'Ivoire particulièrement, comme vous le savez, a malheureusement pendant la crise a vu croître le nombre de réfugiés ivoiriens qui se sont trouvés dans les pays limitrophes, en l'occurrence le Libéria, la Guinée, le Ghana, le Togo sont les pays où il y a eu le plus de réfugiés. On a estimé à près de 300 000 réfugiés qui se sont retrouvés dans tous ces pays. Mais aujourd'hui, nous nous attendons avec les autorités ivoiriennes à voir revenir sur le sol ivoirien un nombre important de réfugiés. Il y a aussi la crise malienne qui a favorisé le déplacement des populations. Bien entendu, bien entendu. La crise malienne est certainement aussi une des conséquences majeures. La Côte d'Ivoire n'a pas été atteinte directement par cela, mais des pays limitrophes tels que la Mauritanie, le Niger et le Burkina ont vu sur leur sol l'arrivée de près d'1 million de réfugiés. Alors, M. Touré, parmi les réfugiés, il y a des femmes et surtout des enfants. Alors comment vous gérez ces êtres dits faibles? Effectivement, c'est souvent des êtres vulnérables parce que tout simplement dans des populations de réfugiés, on estime à pratiquement près de 60% de réfugiés qui se retrouvent dans des situations assez difficiles. Donc le but du HCR est précisément de venir en aide et en assistance non seulement juridique mais en assistance matérielle à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Les besoins immédiats de ces femmes et de ces enfants sont souvent pris en considération parce que tout simplement c'est souvent les maillons les plus faibles d'une société. Et donc, il va sans dire que notre assistance est beaucoup plus importante à l'endroit de ces personnes. Alors, vous les assistez. Alors, comment faire pour arrêter ce phénomène qui perturbe un peu l'humanité? Absolument, absolument. Depuis la nuit des temps, malheureusement, l'être humain se donne souvent à ces activités de guerre et l'humanité est souvent confrontée à ce genre de situation. L'Afrique, malheureusement, paye un lourd tribut à cela parce que tout simplement, on est certainement dans des situations où des conflits perdurent et des conflits ont comme conséquence immédiate l'arrivée massive de réfugiés dans les pays limitrophes. Et d'où l'importance que la HCR apporte à toutes ces personnes qui sont dans la détresse la plus totale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. Vous avez des actions à mener au niveau de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Absolument, absolument. La Côte d'Ivoire, je pense que, permettez-moi de le signaler, a toujours été une terre d'asile pour les réfugiés. Je veux dire que ce depuis les années 60, à travers les réfugiés du Biafra, les Vietnamiens notamment, et ensuite les Libériens qui ont quand même afflué en Côte d'Ivoire dans les années 90 et dans les débuts des années 2000. Aujourd'hui, le 20 juin, est une journée mondiale, donc à travers le monde, nous célébrons les réfugiés. Et en Côte d'Ivoire, plus particulièrement, nous célébrons, sera demain, à partir de 8 h au bureau du HCR. Donc toutes les populations abidjanaises sont conviées à venir participer à cette journée-là. Je veux dire que, voilà, donc en gros, j'espère que la pluie ne sera pas au rendez-vous et qu'on pourra avoir une marche qui va se dérouler à Cocody et par la suite, une fête sera organisée dans les locaux du HCR. Les populations vont se déplacer pour comprendre comment vous gérez les réfugiés, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire. Justement, la Côte d'Ivoire, nous vous le disions, célèbre cette journée et c'est la localité de Tabou, dans la région de San Pedro, qui a été choisie pour la cérémonie officielle. Thérèse Yoboué. C'est par un convoi d'une dizaine de véhicules du HCR que ces nombreux réfugiés ont regagné leur pays. 352 personnes, dont 71 familles, foulent à nouveau le sol ivoirien après plusieurs années d'absence due à la crise. Ces réfugiés sont heureux de retrouver la Côte d'Ivoire. Je suis rentré au Libéria depuis le 30 décembre 2010 dans la communauté du Nord du Mipleu. Et c'est de là-bas que nous sommes partis à Ban en convoi. Et ça fait aujourd'hui maintenant 4 années que je n'ai pas fait la Côte d'Ivoire, que j'ai puis aujourd'hui, sur le sol ivoirien, je suis très fier, je suis très content. Après un séjour de 24 heures dans le camp de transit de Danané, ils pourront rejoindre leurs familles respectives et réapprendre à vivre avec les siens. Le HCR estime que 1500 réfugiés ivoiriens vivant au Libéria seront rapatriés au pays dans ce mois de juin. Un chiffre qui pourra atteindre les 16 000 d'ici le mois d'août, selon Serge Rousseau,
représentant adjoint du HCR en Côte d'Ivoire. Plusieurs projets visant une réintégration sociale durable des réfugiés ivoiriens sont en cours d'élaboration. En attendant, chaque réfugié bénéficie des mesures d'accompagnement pour retrouver dignement sa famille. Les convois avaient été suspendus pour des raisons sanitaires liées notamment au virus d'Ebola. La situation redevient aujourd'hui normale. Des analyses sont toutefois effectuées sur les réfugiés pour s'assurer de leur bon état de santé. Un vaccin leur est également administré à leur arrivée. Nous changeons de sujet pour parler de la saison des pluies qui continue de faire des morts dans le district d'Abidjan, surtout dans les quartiers précaires. Après 2 semaines de pluie, la saison des pluies donc a fait une dizaine de morts. La saison des pluies, nous vous le disions, se poursuit et continue de faire des dégâts matériels et surtout des morts. Le général Kili Fiacre, directeur général de l'Office national de la protection civile, était hier sur le plateau de 20h avec Marie-Laure Ngoran pour parler de la sensibilisation des populations qui continuent d'occuper les zones à risque en cette saison des pluies. Un extrait de cet entretien. Trop, c'est trop. Le DIRCAB du ministre de la Constitution l'a dit tout à l'heure, que nos populations quittent les zones à risque. Et ces populations ne quittent pas, elles avancent, qu'elles n'ont pas les moyens et elles ne savent pas où partir. Madame, on ne peut pas se prévaloir de sa pauvreté pour mettre sa vie et la vie de sa famille en péril. Elles disent qu'elles ne savent pas où partir. Elles ont plus ou moins un village, un parent chez qui aller. Les sites de relocalisation existent dans toutes les communes, ont été identifiés. Les mairies ont la liste de ces localités. C'est des établissements recevant du public, des écoles, des hôtels, prêts à les recevoir. Les mairies ont été impliquées dans cette campagne de sensibilisation que nous menons depuis le début du mois d'avril. Nous voulions prévenir pour éviter à la Côte d'Ivoire les scènes que nous voyons aujourd'hui. Le plan Orsec veut dire organisation des secours. Au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous étions sur le terrain pour porter secours aux populations. Le bilan aurait été plus lourd si les secours n'avaient pas été apportés. Nous étions avec le directeur général de l'ONAD, le directeur général de la construction. Le directeur de cabinet du ministre de la Constitution nous a rejoint plus tard. Il y avait un représentant de la Banque mondiale. Certaines personnes ont été évacuées de leurs habitations grâce au secours du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Elles étaient perchées sur les toits de leur maison pour éviter d'être emportées par les eaux. Les secours continueront d'être toujours apportés aux populations. C'est le sens du plan Orsec. Et la saison des pluies se poursuit, en effet même que commencer. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien, une fois de plus, invite les populations à quitter les zones à risque. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, a échangé avec la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Les discussions ont porté sur la collaboration de ces 2 ministères pour la sécurisation en vue des actions humanitaires à mener dans le village de Fété, situé à quelques kilomètres de la ville de Grabo, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le village de Fété, il faut le rappeler, a été attaqué le 15 mai dernier et cette attaque a fait 7 morts. Maïsako. Les populations de Fété, Grabo et tout le reste de la frontière ouest de la Côte d'Ivoire peuvent être rassurées. Le gouvernement va prendre toutes les dispositions pour garantir leur sécurité. Ces actions ont été annoncées par les ministres en charge de la Défense et de la Solidarité au cours d'une réunion avec les cadres de la région en présence du Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. La première chose, je pense que c'est de faire en sorte que nos forces soient présentes, mais qu'elles soient présentes dans les conditions optimales de travail. Parce qu'il est important que sur le terrain, les hommes qu'on envoie en mission puissent obtenir l'essentiel, le maximum de capacités pour être donc à la hauteur des missions qui leur sont confiées. Et nous avons estimé que c'est le moment de le faire parce que nous allons donc à partir de Grabo expérimenter une méthode et que si elle porte, elle sera donc, n'est-ce pas, étendue à l'ensemble de la frontière. Notre rôle sera donc de garantir la cohésion sociale. Ce sera donc de soutenir l'action des populations elles-mêmes et leur participation effective à cet important projet. Ces actions sécuritaires seront accompagnées d'infrastructures socio-économiques, dont des écoles, des centres de santé et des routes.
Cette décision du gouvernement vise à relancer le développement dans cette région, durement éprouvée par des attaques successives. La plus récente est celle de Fété, à 10 km de Grabo, ayant fait 7 morts et occasionné de nombreux déplacés internes et réfugiés au Libéria voisin. Autre sujet, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était hier à l'Office national d'identification ONU. Il a visité toutes les chaînes de production, le matériel devant servir pour l'identification des populations ivoiriennes. À Boussanogo. La forte pluie de ce matin n'a pas empêché la visite du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, à l'Office national d'identification ONU. Il s'agit, selon l'invité de l'Office national d'identification, d'une visite de contrôle de toute la chaîne de production de la carte nationale d'identité. La collecte des données personnelles des pétitionnaires sur fiche, l'étape de la valise biométrique avec la prise d'empreinte et l'acheminement des données vers un centre de coordination. Tout a été passé en revue. À cela s'ajoutent ces machines qui ont des capacités de production de 3000 cartes par jour. Après s'être fait présenter le mode de production de la carte nationale d'identité, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a tenu à féliciter et encourager le personnel de l'ONU pour le travail effectué et rassurer l'ensemble des pétitionnaires en attente de la carte nationale d'identité. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer aux Ivoiriens une très bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire est autonome et prête à produire la carte d'identité des Ivoiriens dans le cadre de l'identification ordinaire. Selon un processus très sécurisé, avec une banque de données qui devrait permettre de faire en sorte que même ceux qui perdent leur carte n'aient pas de souci à se faire. Parce qu'il suffit simplement de revenir avec son empreinte et on retrouvera les données qui sont stockées et on vous reproduira une nouvelle carte. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a indiqué que des dispositions seront prises pour les pétitionnaires à l'intérieur du pays. À Abidjan, dans toutes les communes, il y aura un poste fixe d'enrôlement. Et à l'intérieur du pays, dans tous les chefs-lieux de département, il y aura un poste d'enrôlement fixe et dans les sous-préfectures, il y aura des postes mobiles. Tous les pétitionnaires qui attendent seront donc servis. La phase de production de la carte nationale d'identité démarre le 15 juillet prochain. L'Office national d'identification a pour mission la mise en œuvre de la politique de l'état civil en liaison avec les officiers, les agents de l'état civil et les autorités judiciaires, de même que l'identification des populations vivant en Côte d'Ivoire. Et cette information, l'Assemblée générale de la Banque islamique de développement qui s'ouvre officiellement lundi a débuté ce vendredi avec la 41e session du Conseil des ministres. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritoakus, participe à cette session et c'est en Arabie saoudite. Et parlons maintenant avec RTI Bouaké de développement dans la région de la Boagoué. Regardez. Difficulté de se prendre en charge, analphabétisme, handicap pour accéder aux informations utiles en vue de leur autonomisation. Autant de réalités auxquelles sont confrontées les femmes rurales de la région de la Bagué. Face à cette situation qui dévalorise la femme rurale de cette partie du pays, est née une association féminine. Elle compte plus de 900 membres issus des départements de Kouto, Tengrela et de Boundiali. L'association des femmes de la Bagué a été officiellement présentée à la population de Boundiali. Ses responsables entendent œuvrer pour l'autonomisation de la femme rurale. C'est une association à caractère hautement social. Elle a pour mission principale de concevoir et réaliser des projets de développement. Professeur Touré Téné Diabaté, conseillère de l'Ordre national à la Grande Chancellerie, et professeur Koné Mariatou, directrice coordonnatrice du programme national de la cohésion sociale, respectivement marraine et présidente de la cérémonie, ont salué cette initiative dont les actions seront bénéfiques aux femmes de la Bagué. La femme a nécessairement besoin qu'on lui apporte une alphabétisation fonctionnelle. Et c'est à travers cette alphabétisation fonctionnelle qui fera en sorte que cette femme, le commerce qu'elle aura à exécuter, va avoir les b.a.-ba de ce commerce pour pouvoir, bien entendu, s'investir. S'il y a des rancœurs dans le cœur d'une femme, elle va le transmettre à ses enfants, qui vont également les transmettre. Donc vous voyez que nous avons le devoir de nous appuyer sur les femmes pour faire passer les messages de paix et de réconciliation.
Diabaté Lassina, député de Kouto, représentant le ministre de la Poste, de la Technologie, de l'Information et de la Communication, Bruno Koné, a invité les membres de cette association à mettre l'accent sur la sensibilisation à la lutte contre l'excision, en plus de l'alphabétisation. Pour le lancement de leurs activités, l'association des femmes de la Bagoué a offert 3 tonnes de riz et 30 sacs de sel aux femmes de leur région. Un reportage d'Assane Khan et Charles Tatou. Tout à fait autre chose et parlons de la 3e édition du concours de dictée qui est initié par la direction régionale de la culture, de la francophonie du Haut-Sassandra. Les lauréats ont été récompensés, nous dit Chantal Léaumont à Kandam. Cette boule ovale est toute blanche. Ce concours de dictée s'inscrit dans le cadre des journées de la francophonie. Il vise à promouvoir l'orthographe, le goût de la lecture et de l'écriture littéraire aux apprenants. Sur un millier de candidats inscrits, ce sont une trentaine de lauréats qui ont été distingués et primés au terme de ce concours. Nous faisons la promotion de la langue française, ça il faut le dire, parce que la langue française c'est une langue intéressante, c'est une langue, j'allais dire, dynamique. Nous amenons les enfants à aimer la langue française, à la promouvoir. En lisant, on apprend à mieux comprendre le texte. En lisant bien, j'entends. En sa qualité de parrain, le président du conseil régional, Alphonse Djedjemadi, a salué l'initiative. Il a souhaité l'avènement de d'autres manifestations qui mettent en relief la culture du Haut-Sassandra. Les lauréats de cette 3e édition du concours de dictée, au nombre de 30, ont reçu plusieurs récompenses composées de livres et de manuels didactiques. La 21e édition de la fête de la musique, c'est à partir de demain dans le monde entier. Ici, en Côte d'Ivoire, cette célébration va s'étendre sur 3 jours avec des concerts éclatés, des panels et des expositions. Serge Kolia. L'identité culturelle de ton pays, j'ai dit, Zougoula, c'est ça qui va tuer. Jack Lang, ancien ministre français de la Culture, l'a créé en 1982. Le monde entier l'a adopté. La fête de la musique est devenue depuis lors un événement mondial. Et la Côte d'Ivoire, plaque tournante de la musique africaine, lui accorde une tribune de choix où toutes les générations d'artistes s'expriment. Les anciennes gloires étaient représentées à ce lancement de la 21e édition de la fête de la musique. Génération intermédiaire et nouvelle génération de la musique ivoirienne ont communié dans une parfaite osmose. La musique qui adoucit les mœurs, qui rythme les énergies et les pensées, ne peut être célébrée sans des actions pour améliorer le quotidien de ceux-là même qui sont ses faiseurs de joie. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, veut désormais poser des actions énergiques pour ne plus qu'un artiste soit livré à la mendicité populaire. En raison de tout ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire, dont le chef de l'État a accepté que certains artistes qui ont donné tant à la Côte d'Ivoire puissent avoir une pension mensuelle de 300 000 francs par mois, en tout cas tout le temps qu'il sera président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'à la fin de ce mois, ces pensions vont commencer à être versées. Nous avons également la loi sur la copie privée qui est inscrite dans la loi sur le droit d'auteur qui est aujourd'hui en discussion sur la table du gouvernement. Donc toutes ces mesures, pour nous, vont permettre aux artistes d'avoir un statut, d'être reconnus par l'État de Côte d'Ivoire comme des acteurs, comme des travailleurs et à qui l'État doit de la reconnaissance. La fête en Côte d'Ivoire va durer 3 jours, du 19 au 21 juin, date officielle de la célébration mondiale de la musique. Au programme, rythme, son et spectacle éclaté. Coupe du Monde 2014 au Brésil, la Côte d'Ivoire n'a pas eu de chance hier face à la Colombie. Les Colombiens l'ont emporté sur le score de 2-1. Voilà, nous proposons quelques réactions de certains joueurs après ce match Côte d'Ivoire-Colombie. On est déçus parce que voilà, on a presque tout donné et de perdre comme ça, 2 erreurs. Voilà, ça fait mal, mais comme j'ai dit, tous ici on est concentrés, on sait qu'il nous reste encore un dernier match et on va tout donner pour gagner.
Nous, on est une équipe qui joue, donc c'est sûr qu'il y a toujours des risques qu'on va prendre. Maintenant, c'est vrai, c'est, je pense, le joueur le plus fort aujourd'hui dans notre équipe. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il ne faudra pas les refaire encore pour le match prochain, c'est tout. On a vu une bonne équipe de la Côte d'Ivoire ce soir dans l'ensemble. C'était un bon match. Je pense que l'équipe essaie de monter en puissance après chaque match. Mais on est un peu déçu d'avoir perdu ce soir, de rater la qualification. Mais quand même, on est content de notre prestation. Je pense que les Ivoiriens peuvent être fiers de leur équipe parce que c'est vrai qu'il nous a manqué peut-être la réussite ce soir. C'est vrai que c'est juste des petits détails. Mais le plus important, c'est qu'on a un long trajet à faire pour rentrer sur nos bases. C'est vrai que le voyage va être long, mais on va essayer de bien récupérer, essayer de garder la tête sur les épaules, essayer de revenir très très frais pour le prochain match qui va être très décisif face à la Grèce. Je crois qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, on a eu un peu de malchance. C'est vrai qu'aussi, il faut reconnaître qu'on n'a pas fait fine bouche devant la Colombie, parce que c'est une équipe c'est très importante, mais c'est ce senti qui nous craignait. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a essayé de contrôler le jeu, et puis on a eu cette malchance vers la fin. Mais bon, je crois que c'est le foot, c'est le foot. On apprend de nos erreurs, et je crois que bon, voilà. Aujourd'hui, on a encore une chance, c'est ce qui est bon. On a gagné le premier match et le deuxième match, voilà. C'est pas ce qu'on a souhaité, mais bon, ça n'a pas été le résultat qu'on pensait. Mais bon, le troisième match est ouvert et je crois que contre la Grèce, il faut devoir gagner. Le point positif, c'est que physiquement, on est bien. Physiquement, on est bien. On finit toujours bien les matchs. Et ça va être très important pour le dernier match. On sait qu'aujourd'hui, la Grèce va jouer tout à l'heure et nous, on aura peut-être 2, 3, 4 heures de repos avant eux. Et je crois qu'à Fortaleza, on va essayer de faire le maximum. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de passer ce premier tour-là. Et je crois que bon, voilà, on est les 4 en main. On espère qu'on va faire un très bon match pour faire plaisir à tous nos supporters et au peuple ivoirien. Et rappelons pour terminer que le prochain match de la Côte d'Ivoire est prévu mardi face à la Grèce pour une qualification pour les 8e de finale. Du courage aux éléphants. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.